Bonsoir, chers téléspectateurs. Ici l'Orchestre des Pantins. Nous espérons que vous passez une agréable moment en notre compagnie. Et maintenant, il me fait plaisir de vous présenter mes compagnons de travail, qui sont mes frères. À l'extrême gauche, vous avez le guitare basse André Leclerc. À la batterie, on poursuit avec
le merveilleux Louis-Marie. Et à la guitare, le guitariste chanteur Gaston. Après cette présentation, on poursuit avec une pièce de Roger Whittaker, Mon pays bleu, dédiée à mademoiselle Agathe Boivin.
On poursuit cette fois-ci avec une pièce à l'amour, une pièce sentimentale. Et après. On poursuit dans le domaine du plus rythmé, un peu psychédélique, No Time, les Gazoo.
je crois que c'est tout pour ce soir. Nous espérons que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. Nous avons été heureux de venir vous divertir quelques instants. Ici l'orchestre Les Pandins qui vous dit à la prochaine et merci beaucoup. Bienvenue à la troisième émission sur l'agriculture dans le secteur de Normandin. J'ai avec moi ce soir pour vous entretenir de différents problèmes sur le syndicalisme le président du syndicat local de Normandin, M. Robert Marcil, complètement à ma gauche, le vice-président de la coopérative de Normandin, M. Bertrand Bélanger, au centre, et un directeur de la Fédération des producteurs laitiers, M. Armand Drapeau. Bonsoir. Messieurs, combien y a-t-il de membres à Normandin dans le syndicat local de l'UCC? Nous avons 106 membres sur une possibilité de 120. Et est-ce que ces 106 membres-là sont actifs dans leur mouvement? Ben, disons qu'en bonne partie, mais malheureusement, il y en a toujours un gros qui sont difficiles à atteindre. Pensez-vous qu'il y a des ébauches de solutions à améliorer ce Espérons problème? qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui à notre disposition, qu'on pourra faire des approches pour atteindre tous les gens, la masse. On sait que l'organisation générale du syndicalisme agricole dans la province est à 3 paliers, une confédération, des fédérations et des syndicats locaux. Oui. Quel service les cultivateurs devraient-ils s'attendre de la part des syndicats locaux en premier? Le syndicat local aura plutôt un rôle à jouer comme dans l'information, de transmettre des informations qui viennent de la fédération et de la confédération à ses membres et faire un regroupement des forces au point de vue manifestation. C'est ça le rôle du syndicat local, d'informer les membres. Et la fédération qui a ce bureau régional à Chicoutimi, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'ensemble de la région? Il y a une foule de choses. D'abord, moi, je suis l'impression que de plus en plus, le cultivateur va avoir besoin de ses moyens de défense. S'il ne s'en sert pas, bien sûr, ça c'est l'impression, ça va être son moyen de survie. Par son UCC qui se veut fort. À ce moment-là, ça prend des gens qui sont actifs. En plus, la fédération a plusieurs services qu'elle a mis sur pied, services de technique agricole, de comptabilité, pour aider les cultivateurs dans leur rapport d'impôt, services d'impôt, services de recherche dans les nouvelles cultures qui pourraient s'adapter à notre région. Est-ce que la majorité des cultivateurs sont conscients que l'UCC a des services à leur disposition ou c'est la minorité? Les cultivateurs sont certainement au courant qu'ils peuvent obtenir tous les services de la fédération, conjointement avec la coopération, puisque normalement, on constate 106 membres sur une possibilité de 120 environ. À ce moment-là, j'imagine que les gens le savent, seulement qu'ils n'y pensent pas vraiment.
profondément que tous les services que ça peut leur rendre. Ils oublient, autrement dit, les services qui doivent être rendus ici, réellement, doivent être tout actifs à 100%. On sait que peut-être prochainement, au niveau de la province, à la prochaine session, il y aura un bill possiblement de présenter sur la reconnaissance syndicale intégrale. Pensez-vous que ça va apporter quelque chose de nouveau? Espérons-le, justement, si au printemps, on avait bon espoir que cette chose-là se réalise. Malheureusement, il est arrivé, ben, je dis malheureusement, c'est pas tout à fait juste, on a eu les élections qui ont fait des changements. Espérons qu'à l'automne, qu'au retour de la session, que notre bill sera étudié en profondeur, afin d'avoir notre reconnaissance syndicale qu'on requiert depuis de nombreuses années. Espérons que ça va être cet hiver, ça va se classer à l'ouverture de la session. Pensez-vous que ça sera un moyen, ça, cette reconnaissance syndicale intégrale, de rejoindre les autres unions provinciales comme l'Union de Farmers? Justement, il reste juste la catégorie des agriculteurs qui n'ont pas de reconnaissance syndicale. Quand nous aurons notre reconnaissance syndicale, je pense qu'on pourra à ce moment-là s'appeler forcément à la tâche. D'abord, ça nous obligera davantage à être solidaires les uns des autres. Je pense que ce sera là une bonne arme. Moi, j'ai bon espoir. Et surtout, à ce moment-là, les syndiqués, ceux qui ne sont pas syndiqués ont tous les avantages. Dans ce moyen-là, on atteindra tous nos membres à 100%. Ça serait comme un peu, les cultivateurs se sentiraient un peu au même pied d'égalité que les ouvriers avec la CSN. C'est ce qui nous manque. Espérons que cet hiver, je suis bien confiant. Surtout avec le ministre de l'Agriculture comme ça. C'est un ancien syndicaliste. Par exemple, la loi qui a apporté ceci. On sait aussi que le phénomène du syndicalisme peut apporter certaines ébauches de solutions dans les problèmes de commercialisation. On a par exemple l'avènement des plans conjoints dans la province. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un plan conjoint? Un plan conjoint, c'est une spécialité. C'est-à-dire, le plan conjoint n'est pas la vocation générale, c'est une spécialité d'une production donnée pour le lait. On appelle le plan conjoint des producteurs de lait industriel. C'est une production spécialisée. Ça amène l'UCC à vocation générale. Elle est toujours à vocation générale. Elle n'a pas seulement que le lait. Elle peut avoir les œufs, la viande de volaille, et ainsi de suite. Tandis que le syndicat spécialisé, c'est dans une spécialité seulement. À ce moment-là, elle peut discuter de vente de produits pour le lait spécialement. C'est le but d'un plan conjoint d'une spécialité. Je pense que quand nos plans conjoints seront vraiment efficaces dans un certain nombre d'années, il va s'écouler encore du temps. À ce moment-là, je pense qu'on pourra avoir une mise en marché des produits agricoles qui sera mieux ordonnée. Quand on dit mieux ordonnée, bien mon Dieu, chacun aura sa part, sa juste part, autrement dit. C'est ça que ça veut dire, en fait. On sait que le plan conjoint sur les œufs a fait couler beaucoup d'encre à travers la province, autant de la part des consommateurs que des cultivateurs. Pensez-vous que ça a été avantageux pour les cultivateurs ou ça a été désavantageux? Disons que pour certains cultivateurs, ça a peut-être été immédiatement, il y a peut-être un mal, mais seulement que c'est un mal pour un bien, parce que ça va déclencher une réaction à chaîne qui va emmener des plans conjoints, au lieu d'être sur le plan provincial, sur le plan canadien, de tout le pays, et même avec d'autres pays, pour que les échanges puissent se faire et qu'on n'ait pas le marché d'un groupe de producteurs avec un surplus. Alors, entendu qu'immédiatement, il y a des gens qui en souffrent. Mais entre si un avenir assez rapproché, ça va être un bien. Pensez-vous que c'est un moyen peut-être pour équilibrer à travers les échanges à travers le Canada entre les provinces ou
Justement, Sûrement. je pense que c'est un des moyens qui va équilibrer la production d'abord. C'est sûr. Est-ce que les consommateurs ont raison de dire que ça a provoqué une hausse sensible du prix à la douzaine d'œufs? Ça va avec les augmentations de salaire. Que voulez-vous? Comme ça, justice sociale a été rendue par ce moyen-là aux cultivateurs, Ben, en avènement de ce plan conjoint-là. C'est le but qui est visé à atteindre, justice sociale. Disons qu'il y a peut-être eu une petite augmentation. Seulement, quand on prend une paille d'œufs, là, disons qu'on ne peut pas se scandaliser du prix qui est remis aux producteurs encore. Il y a encore lieu d'amélioration au point de vue de la Fédération des producteurs d'œufs. Mais je ne pense pas, moi, que ce soit une affaire qui fasse monter les prix en flèche. Ça va plutôt être un partage qui va se faire entre le cultivateur et le consommateur en éliminant des intermédiaires. Il y a aussi un plan conjoint sur le lait, un peu, les producteurs de lait. On voit ça surtout autour de Montréal et même ici, dans la région. Et on sait que la province fournit environ, avec l'Ontario, 72% à peu près de la production laitière de tout le Canada. Et que nos troupeaux dans la province ont environ en moyenne de 16 à 18 vaches. Et on sait que même on a des surplus de lait, par exemple la poudre de lait, on a au-delà de 200 millions de livres de poudre de lait en surplus. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir qui est doré ou non, c'est un avenir sombre qui est à l'horizon pour les cultivateurs qui sont dans l'industrie laitière? justement, pour ma part, j'ai encore confiance à l'agriculture, à l'industrie laitière, parce qu'on dit au Québec que la base, c'est l'industrie laitière. Je suis encore confiant, malgré tout ce qui arrive, mais à une condition, que le cultivateur, l'agriculteur qui sera dans le lait, ce soit un spécialiste, disons dans la culture du lait, qui pourra produire et avoir une production de lait plus soutenue, qui est capable de rencontrer les exigences du marché. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur est assez exigeant. C'est le cultivateur à s'organiser en conséquence pour être capable de le servir. Je suis encore confiant dans l'avenir, dans la production du lait, mais à une condition, que ce soit un spécialiste, produire d'abord sur une assez forte échelle. Ça vient à l'encontre du petit producteur. Qu'est-ce que vous voulez? On en est rendu. Avec l'évolution qui est rapide, on est rendu là. Peut-être qu'en disant ces mots-là, je peux faire mal à quelqu'un, parce qu'il y a toujours un certain nombre de petits producteurs qui ne peuvent pas prendre des moyens pour s'organiser pour la conservation, si vous voulez, une foule de choses qui se rattachent pour la transformation du produit. Mais il reste qu'on en est rendu là. Nos gouvernants, tantôt, ont la main haute d'abord sur ces choses-là, ils le savent. Le quelqu'un qui sera capable d'en produire d'une façon efficace, je pense qu'il y a encore de la place. Il y a sûrement de la place et pour le cultivateur, ça semble une bête noire de produire sur une échelle de 12 mois. Mais après études faites et les calculs faits, pour les usines de transformation, ça lui solutionnerait un énorme problème dans la main-d'œuvre. Parce qu'actuellement, dans 4 mois, on produit environ 60% de la production de l'année. Et les autres mois, l'usine marche À faible rendement. à faible rendement. Est-ce que c'est une conséquence de l'avènement des quotas, ce phénomène-là, ou c'est parce que c'est par habitude? C'est une habitude, disons, qu'on tient de nos pères et de nos ancêtres de produire au temps où la saison est belle. Mais avec les études qui se font, c'est prouvé qu'on peut produire du lait en hiver à un coût qui est encore avantageux si on tient compte de notre produit à aller jusqu'après la transformation, des différences de coûts qu'il y aurait à le produire sur 12 mois. Est-ce que ça veut dire que les quelques cultivateurs qui seront obligés de quitter l'industrie laitière seront obligés de quitter l'agriculture définitivement, ou s'il y a possibilité pour eux autres C'est de possible. s'installer dans un autre domaine? Oui, oui. Il y a de la place dans l'élevage du bœuf, si vous voulez, du porc.
il y a encore quelqu'un qui veut s'en faire une autre spécialité, je pense qu'à ce moment-là, même, il y aurait avantage. Ça ne veut pas dire que la petite ferme n'est pas rentable. Le gars qui a une production, il peut y avoir quoi? Du bois de pupe, de la patate, un peu de bœuf, des frais, je ne sais. Une foule de choses. À la fin d'année, le gars. Mais à ce moment-là, le gars qui a un petit troupeau de vaches, ben justement, j'ai dit tout à l'heure il s'élimine automatiquement par la question du quota d'abord. Tantôt, on ne donnera plus de quota. La Commission canadienne du vin ne donnera plus de quota en bas de 100 000 livres de lait. Tantôt, ça vient. 100 000 livres de lait, ça commence à être intéressant. Pour celui qui serait intéressé à se lancer dans l'agriculture maraîchère, pour certaines sortes de fruits et légumes, il y a sûrement de la place sur le marché dans notre région. Parce qu'on importe un nombre assez considérable de livres de ces légumes-là qu'on pourrait récolter ici, comme la carotte, la patate. Mais il reste un problème, il faudra avoir une mise en marché ordonnée là-dedans aussi pour être capable de faire une production et être sûr de la vendre. Parce qu'il arrive que d'autres provinces viennent vendre ici à des coûts moindres que les nôtres, par des octroïdes qui ont de le gouvernement, c'est souvent sur le transport, pour libérer un surplus. C'est là que quand on aura des syndicats de producteurs d'organiser sur toutes les sortes de cultures, ben, on pourra dire à un homme, ben, toi tu peux te lancer là, puis tu vas avoir une production, et à la fin de l'année, il va avoir le temps. Pensez-vous que malgré tout ça, là, que la vocation pour l'avenir, pour notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est encore l'industrie laitière ou ce sera une autre vocation? Est-ce que ça restera l'industrie laitière malgré tous les problèmes? Oui, ça restera l'industrie Je laitière. pense que ça restera toujours l'industrie laitière. Il y a des à côté qui ne sont pas... Puis je pense aussi que du côté bœuf, pour celui qui est le petit producteur de lait, moi je croirais que du côté bœuf, d'abord, en production de bœuf, on n'est pas déficitaire, on n'en produit pas assez pour la conservation. Fait que je croirais de ce côté-là, il y aurait, pour le petit producteur, il y aurait un à côté, du côté du bœuf. Mais à ce moment-là, c'est toute une réorganisation. C'est juste. Le gars qui est organisé pour produire du lait, du jour au lendemain, une raison pour une autre, question de main, je sais pas, il peut avoir une foule de choses. Il est obligé de transformer sa production pour le bœuf. Ben mon Dieu, ça transforme toute sa patente. À ce moment-là, il peut avoir des capitalisations assez d'investir. Le ministère peut avoir à ce moment-là des investissements sous forme de prêts, comme il y a pour les terres, sous forme de prêts pour les aider à décoller dans le bœuf, lâcher une production et aider à en repartir une autre. Voilà, de ce côté-là. Je pense que c'est un des problèmes, ou encore une ébauche de solution qu'on a amené au congrès de la fédération qui s'est tenu il fait pas tellement longtemps à Saint-Félicien. On a aussi parlé des problèmes du crédit agricole. Est-ce que vous pensez que... D'après moi, il y aura beaucoup d'améliorations à faire du côté du crédit agricole pour les cultivateurs. Parce que moi, mon idée personnelle, dans certains cas, ils ne sont pas assez hauts, les prêts. Ils sont trop minimes. Quelqu'un qui aurait besoin, exemple, d'un 20 000 s'il pouvait à un moment donné, quand il peut avoir seulement 18, s'il pouvait à un moment donné avoir le 1000 qu'il a besoin pour le surplus qui lui manque, aller le chercher, soit par différents prêts ou même des fois la finance. À ce moment-là, il est barré avec les coûts de finance, il n'est pas capable d'arriver souvent pour un prêt qui aurait pu lui donner 2 ou 3 ou 5 000 de plus. Mais si je me fais l'avocat du diable, là, on dit que les cultivateurs sont endettés. C'est pas une bonne chose qu'on réduise c'est le regroupement de fermes qui apporte ça, le regroupement des fermes. Si autrefois, par exemple, une valeur de, disons, un montant, 10 000 une ferme, tout compris. Mais si on les regroupe en 3, 4, à ce moment-là, le gars, il est rendu avec des capitalisations monstres. Il peut avoir autant quoi de 40, 50 000 d'investis. À ce moment-là, il prend du crédit pour virer son affaire. Il est bloqué. Si on pense qu'un cultivateur, en lui pensant comme il faut, pour pratiquer son métier, ça lui prend 3 séries de machinerie dans la même saison. C'est des gros capitaux. Ces machineries-là peuvent servir une semaine,
pour les semailles, une semaine ou 3 semaines pour les foins. La moisson, c'est la même chose. C'est des gros capitaux qui vont se servir 2 ou 3 ou 4 ou 5 jours dans une année. Ensuite, il faut qu'il la supporte. À ce moment-là, on dit qu'il est endetté, c'est vrai, mais il n'est pas capable de faire autant. Pour continuer dans la même veine qu'Armand, j'aurai une petite anecdote d'en raconter qui ne sera pas longue. Je discutais justement avec un professeur. Je n'en veux pas un professeur, il le remarquait bien, d'agriculture. Il me disait, vous n'êtes pas rentable, votre affaire, c'est parce que vous avez trop de machinerie, justement. Il dit, vendez tout ça, puis organisez-vous, disons, 5, 6 ensemble. Puis, achetez-vous une grosse machinerie, puis elle va tout faire l'ouvrage. Moi, j'ai dit, pour y mettre son champ. J'ai dit, vous autres, les professeurs, achetez-vous une Cadillac, puis allez 5 en classe. Ensemble. Est-ce que la mentalité des cultivateurs est prête à ça? Est-ce que, en général, c'est l'avenir pour le Canada pour cette idée-là de se regrouper pour la machinerie, pour les terres? Disons que ça a du bon. Mais chacun étudie son cas. C'est assez délicat aussi d'arriver et d'imposer une chose. C'est les gars qui sont en L'idée cause. fasse son chemin. Ça a du bon. Le syndicat de machinerie. Ça c'est beaucoup. Je vous remercie beaucoup de tous ces renseignements-là qui sont certainement utiles aux gens qui ne sont pas directement impliqués dans l'agriculture et quand même quelques services à ceux qui sont impliqués dans l'agriculture. Et aussi comme service à la communauté, étant donné que c'est une expérience, je crois que ça va être de bon augure comme peut-être futur projet de se servir de la TV communautaire pour discuter peut-être de ces problèmes-là de manière particulière ou plus sûrement. approfondie. Sûrement que c'est un moyen de communiquer avec la population. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette émission. Disons que c'est une émission, on fera une revue de ce qui s'est passé à Normandin cette semaine. J'ai à mes côtés 4 personnes, disons que pas à qui je poserai des questions, mais 4 personnes qui s'entretiendront avec moi pour passer ce quart d'heure. D'abord, il y a ici Mme Jean-Marie Harvey, M. Roland Laprise, M. Gilles Quentin et M. Justin Mailloux. D'abord, la première question, je l'adresserai à M. Quentin. Quel changement avez-vous remarqué à Normandin depuis le début des émissions du Canal 3? Je pense que on peut facilement dire. Et nous voyons dans les, principalement le soir nécessairement, nous voyons dans les rues, devant les résidences, beaucoup d'automobiles. Il me semble qu'il y a plus d'automobiles devant les résidences que le propriétaire n'en possède. Je ne doute pas que ce soit des gens de la paroisse, ceux qui ne peuvent syntoniser le Canal 3, le géant du secteur de Normandin, qui viennent chez des parents ou des amis pour prendre le Canal 3. J'ai observé également que il semble qu'il n'y a plus d'activité. On voit toutes les personnes qui sont affectées à la réalisation de ces émissions. Pour plusieurs que nous connaissons, on les voit passer dans la paroisse. Ils semblent pressés. Ça m'a sauté aux yeux un peu.
Ça fait beaucoup de parler en normandin. Les gens, le lendemain, parlent beaucoup de ça. C'est pas sur les bons programmes, les mauvais. Différentes choses. Moi, Des impressions. une grande remarque que j'ai passée, c'est de voir les gens qui ont été très fiers de passer, quand ils ont été firmés à l'âge d'or, par exemple. Dimanche passé, il y a eu une fête à Normandin, comme ça se répète assez souvent. On a des soirées, des missions. Que c'est formé aujourd'hui qu'à Normandin, qu'on a l'âge d'or pour les vieux, pour s'amuser. Et puis les gens ont vu passer à la télévision, ça a été une fête pour eux. Ils ont dit, ils ne se pensaient jamais qu'un jour, ils se réaliseraient de se voir à la télévision. Pour ma part, j'ai observé un regain d'activité, particulièrement dans ma rue, parce que je demeure le voisin. Fait que, il y a beaucoup d'activités. Bon, il y a un certain intérêt pour le poste, parce que quand même, c'est plus des gens de chez nous, on se voit, c'est intéressant. C'est un nouveau studio qu'on est au canal, qu'on est à Chicoutimi. Moi, c'est bon. Ce qui me fait énormément plaisir aussi, je tiens à le dire aussi, parce que j'ai déjà été... on m'a déjà traité d'importé, il faut le dire, ici à Normandin, puis ce qui me fait énormément plaisir, puis j'ai invité des gens de l'extérieur pour venir syntoniser le canal 3, le géant de Normandin, c'est de voir que ça se réalise chez nous. Il me semble que c'est gênant pour des petits villages comme Dolbeau, puis Robertval, puis Saint-Félicien. Ce qui va nous donner une chance, pour que les gens s'encouragent à venir écouter le poste, le géant qu'on appelle, le canal 3. Ce sont les paroisses avoisinantes aussi qui sont fiers. Parce que j'ai appelé même des gens hier soir à Saint-Thomas. Je leur ai dit, est-ce que tu as pris le canal, même le lundi soir, puis mardi soir. Il a dit quoi? J'ai dit, parce que d'ailleurs, il pouvait, même à Saint-Thomas, les gens pouvaient le prendre, puis il y en a plusieurs qui ne savaient pas. Donc, des gens qui travaillent pour moi, puis je leur ai dit, rouvre ta télévision, canal 3, tu vas prendre le poste de télévision qui est directement en émission directe à Normandin. Est-ce que vous pensez que la cote d'écoute est assez bonne? Est-ce que vous croyez que les gens sacrifient leur programme de TV, disons si on peut appeler le mot sacrifier, mais quand même délaissent leur programme favori, supposons au Canal 2 ou au Canal 6, pour regarder le Canal 3? Croyez-vous que la cote d'écoute est assez bonne? Pour certaines personnes, peut-être. Mais disons qu'on alterne. Moi, je croirais que la plupart des personnes alternent entre les trois postes dans le moment. Par exemple, s'il y a du baseball, eh bien, c'est le baseball, je crois pas moi. Mais chacune, ou c'est le bonheur des autres et des trucs comme ça, il y a sûrement, les personnes qui sont intéressées à ces programmes-là le font. Mais disons qu'ils ont tendance à revenir aux trois la minute qu'aux autres postes, il y a un manque d'intérêt. Moi, je calcule qu'il y en a qui prennent, genre, comme par chez nous, là, je ne sais pas si toutes les voisins sont pareils, mais on n'est pas capable de prendre le poste de santé avec quelqu'un de 3. Automatiquement, on regarde là, mais vraiment qu'il y a des bouts qui c'est pas du tout bon. Ça fait que là, on change de canal, on va faire un tour aussi. Je pense bien que, je le disais tantôt, qu'on voyait beaucoup de rassemblements devant les maisons quand on parcourt les rues de la municipalité. J'ai l'impression que la cote d'écoute est quand même pas si mauvaise, surtout là, pour les émissions qui ont traité, où on a vu des images de chez nous. Moi, quand il y a eu des films de présentés, je ne m'en cache pas de le dire, je suis allé plus facilement sur les deux autres canaux. Mais lorsque c'était des images présentées de Normandin, c'est à sacrer le Canal 3. Moi, pour ma part, je crois que les gens font un gros effort pour donner la facilité à leurs enfants, pour donner l'affection de voir ce que c'est que les émissions de Normandin. Il y a plusieurs familles, donc j'ai posé des questions, oui, qui sacrifient leur sport favori ou leur film favori pour donner l'affection aux enfants de Normandin, aux jeunes de Normandin. Oui. Quelles sont les émissions qui vous ont le plus particulièrement intéressé? Moi, j'ai bien aimé l'émission de la pastorale. Parce que franchement, la pastorale n'est pas tellement connue. Ils en ont parlé hier soir, puis c'est vrai. S'il y avait un poste de TV, ils pourraient nous passer ça. Si c'était permanent, ben, on pourrait nous instruire plus sur ce sujet-là. Moi, pour ma part, les émissions que j'ai aimées le plus, ce sont été les émissions qui ont passé en interrogatoire, qu'on voyait là, les gens qui parlaient d'expansion, qui parlaient de grandissement normandin, que
Donc, souvent, mardi soir, par exemple, il y a eu certainement une bonne écoute. C'était intéressant. Donc, les gens dialoguaient ensemble, puis s'est échangé tellement de bonnes idées pour grandir Normandin. Et grandir, pas seulement Normandin, parce qu'on peut penser que Normandin, c'est parce qu'on est appuyé par d'autres paroisses que si Normandin profite, s'en va toujours davantage. Pensez-vous que ça reflète bien l'atmosphère de Normandin? Si on prend quelqu'un qui ne connaissait pas du tout Normandin, ou à peu près pas, au début de la semaine, croyez-vous que si, en regardant les émissions de télévision, il est un peu mieux fixé sur la vie à Normandin, disons? Pour ma part, je ne crois pas. Parce que, disons, on a montré des choses, nous autres, les connaissants, c'est facile de les identifier, mais pour une personne venant de l'extérieur, je crois que j'aurais une mauvaise idée peut-être de la chose, parce que certains programmes étaient incomplets. Disons que c'est normal parce à cause peut-être d'un manque de temps ou l'organisation aussi. Mais ça serait très difficile pour lui de juger Normandin sur ce qui a été vu, disons, en film, sur film. Je suis d'avis de M. Lemieux, mais parce que franchement, ça serait bon, mais ça serait un bon code d'écoute, mais seulement que les films sont brouillés un peu par les autres techniques. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'émissions de prise, mais toutes les émissions qui ont été prises, ça n'a pas été. Ils ont filmé des industries, ils ont filmé des entreprises, mais c'est seulement un peu le milieu d'entreprise. C'est pas l'entreprise dans la grandeur, ça ne peut pas prendre le même film d'une demi-heure qu'on peut voir dans un autre programme. Fait que si on voyait qu'on met toute la direction d'une entreprise, c'est là encore là qu'on voit que le montage est court. Si, pour l'avenir, je croirais que si c'était de tourner un grand film, ce serait aussi intéressant d'avoir le poste Normandin comme le poste CJPM ou CKRL. Il faut bien penser aussi que la semaine est quand même pas terminée. Hein? On peut certainement pas dire qu'à venir jusqu'à maintenant, ça a été le miroir fidèle de la vie à Normandin. Je regardais par exemple hier soir l'émission La Moisson, je pense. Là, on avait à ce moment-là les gens de la coopérative agricole ici, justement en studio. Ils ont parlé de la coopérative agricole, mais c'était quand même pas toute la coopérative agricole. D'abord, j'ai pas vu d'image de tout le complexe de la coopérative agricole, à partir de l'usine laitière qu'il y a là. Les gens ont exposé, en fait, qu'est-ce que c'était que la coopérative agricole. Alors, il y aurait du changement. C'est qui aurait frappé les étrangers, disons, c'est de leur montrer justement un portrait le plus fidèle possible de Normandin. C'est pour ça que je dis qu'à venir jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que ça n'a pas été fait. Il manque quelques affaires à ce projet-là. Disons que si ça durait plus longtemps, peut-être 3 semaines, 1 mois, il y aurait beaucoup d'améliorations de faire au bout de ça, mais là, dans le moment... Oui, Madame Harvey, vous parlez de 3 semaines, 1 mois. Croyez-vous que ce serait possible, disons, un projet de télévision permanent à Normandin? Supposons qu'on organisait tant d'heures par semaine à l'année longue. Est-ce que vous croyez que ce serait possible? Peut-être que ça serait possible, mais ça prendrait beaucoup de subventions, comme on dirait. Je ne sais pas comment on dirait ça. Je ne sais pas si Normandin serait capable de venir à ça. Moi, je vois Normandin d'une capacité peut-être assez rapprochée par rapport à que Normandin est un pôle d'attraction, est centré avec des banlieues alentour. Et je vois Normandin avec un grandissement qui a possibilité de réaliser pour l'avenir, ça semblerait une chose normale dans le nord du comté. Parce que franchement, M. Picard, l'école de télévision, tout ça là, il a fait de gros ouvrages lui-même les premières années personnellement tout seul. Bon, excusez-moi de vous interrompre. Le temps qu'on a mis à notre disposition s'égrène vite. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé à la discussion. On a fait ça d'une manière détendue. Je remercie aussi tous ceux qui ont pris la peine de bien vouloir nous écouter. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs.